Bonjour et bienvenue pour cette 229e édition de J'irai lire des comics chez vous, une émission très attendue et une émission qui est là. Sachez qu'il y aura une 230e avant les vacances. Mes vacances. Alors on commence tout de suite avec une sortie à ne pas rater chez Glénat. Pas Glénat Comics, hein, Glénat, c'est marqué là. C'est le second tome de Red Skin de Terry Dodson. Terry Dodson, vous le savez, c'est ce dessinateur américain qui a travaillé sur beaucoup de séries X-Men, comme Uncanny X-Men, comme Génération X, etc. etc. C'est un dessinateur qui a travaillé sur Wonder Woman, c'est un dessinateur connu pour ses pin-up incroyables, pour son style de dessin absolument époustouflant et pour ces plantureuses créatures comme vous pouvez le voir. La série sort aux États-Unis après la France et c'est ça qu'il faut souvent dire, sous le titre The Red One. Ils ont changé, à la base ça devait s'appeler Red Widow et puis Marvel a dit non, il n'y aura pas de Widow. Ensuite, ça s'est appelé Red Skin pour la France et aux États-Unis, Red Skin, ça fait un petit peu, c'est connoté, dira-t-on, c'est-à-dire que les Redskins, c'est les peaux rouges, et donc du coup, c'est un petit peu politiquement incorrect, voilà, d'appeler une bande dessinée peau rouge, et donc du coup, ils l'ont appelé Red One, voilà, tout simplement. Ça suit les aventures d'un agent du KGB, j'allais dire FBI, n'importe quoi, dans les années 70, qui arrive à Los Angeles, qui devient une super-héroïne avec une faucille et un marteau, et qui va devoir devenir un agent infiltré. Voilà. Elle parle très bien anglais, elle a des mœurs un peu libres, elle est assez légère mais déterminée, c'est une femme moderne. Et voilà. Alors c'est un savant mélange d'action, d'humour et de sexy, puisque vous le savez, Terry Dodson c'est sa marque de fabrique, donc on a droit bien entendu à des plans un petit peu comme ça, à des plans un petit peu... je dois vous avouer que le dessin est vraiment super. Donc évidemment, elle se promène tout le temps en débardeur et en mini-short. C'est les années 70, hein, évidemment. Le mini-short était à la mode et je crois qu'il le sera toujours. Voilà, nous avons plein de plans. Alors, il n'y a rien d'érotique ou de pornographique. Hein. On est vraiment dans la suggestion et on est dans le... voilà, c'est vraiment une fille d'aujourd'hui, à la fois belle et sexy. Et c'est une aventurière. Et voilà. Alors, ce qui fait le charme de cette bande dessinée, c'est avant tout, j'ai envie de vous dire, c'est avant tout le second degré. Le scénario est signé Xavier Dorizon. Xavier Dorizon ne s'est pas contenté d'écrire des phrases pour englober une histoire dessinée par Terry Dodson en se disant tiens, j'ai fait un coup, j'ai Terry Dodson dans mon catalogue. Et non, il y a un super second degré. Le côté un petit peu ingénu de l'héroïne de temps en temps est très très beau, très très drôle et on rigole en lisant cette bande dessinée. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé ce tome 2 et je trouve que c'est un très très bon boulot. Je trouve aussi que Terry Dodson, je pense que le tome 1 il l'avait fait à une période de sa vie où il était très occupé, il avait fait un Teen Titan Earth One, il avait dessiné des épisodes de X-Men après Olivier Coipel par Brian Wood. Et je trouve qu'il est beaucoup plus appliqué là-dessus et je pense que si cette série marche, et je le souhaite, elle durera le plus longtemps possible. En tout cas c'est vraiment tout le mal que je nous souhaite. L'album est évidemment à suivre. Et donc voilà, je souhaite longue vie à Red One. La couverture est superbe, à Redskin, pardon. Je trouve la couverture superbe, voilà, c'est vivement recommandé pour l'été, une lecture estivale qui nous fera du bien en ces moments troubles. Chez Glénat toujours, je vous déroule les sorties rapidement parce que j'ai plein de choses à vous montrer derrière. Ne ratez pas la sortie de Nail Beater chez alors je vais vous citer les auteurs quand même parce que je suis pas de Joshua Williamson, excellent, Mike Anderson et Adam Gorowski. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est une nouvelle bonne pioche pour Glénat Comics, un titre qui je pense va plutôt marcher. Je vous signale également la sortie de Witch Hunter de Gordon Rainey, Emma Bibi et... je n'arrive pas à dire son nom. Voilà, un récit horrifique qui fait vachement penser quand on le lit, en tout cas graphiquement, à du Hellboy. Graphiquement, c'est une bombe totale. C'est encore, voilà, c'est vraiment très très intéressant graphiquement. Je trouve que c'est un mélange entre Richard Corben et Mike Mignola. Et la sortie, pour ceux qui aiment, mais moi je vous l'ai déjà dit, et là-dessus je ne vous mentirai pas, donc je ne vais pas vous en faire l'éloge, du troisième tome de Sex Criminal qui s'appelle Triolisme, partie à 3. Voilà, donc plus haut ça va, plus je trouve ça mal dessiné. J'ai l'impression que le mec, j'ai l'impression de lire un blog.
Un blog d'un mec qui veut percer mais qui n'a pas tout à fait le niveau et qui l'aura dans quelques années. J'ai l'impression qu'il dessine ses Playmobil et Mad Fraction, je suis pas fan. Donc voilà, c'est dit. Je voulais vous parler d'un titre en VO sorti, disponible sur chez vos libraires qui importent de la VO ou sur Amazon ou Book Depository. Je l'attendais celui-là, je l'attendais depuis des années. C'est Velocity. Velocity est un personnage de Cyberforce. Cyberforce est la série créée par Marc Silvestri en 1992 quand il a claqué la porte de Marvel. Il a lancé Cyberforce. Le 1 s'est vendu à 800 000 exemplaires. C'était un carton total. Ça a fait sa richesse, sa gloire et tout ce que vous voulez. Il y a eu, je sais pas combien, une cinquantaine d'épisodes de Cyberforce. Il y a eu des relaunchs, il y a eu des nouvelles séries, il y a eu des mini-séries. Il y a eu un crossover avec l'autre série qu'avait créé Marc Silvestri qui s'appelait, j'ai un trou de mémoire, dessiné par l'excellent Kenneth Rocafort, qui fait le lien avec cette mini-série qui s'appelle Velocity, qui met en scène un des personnages de Cyberforce, donc Velocity. Alors l'origine de ce projet, c'est qu'il y a quelques années, ça se passait sur MySpace. Alors ça date un peu. Sur MySpace, il faisait des sondages et il faisait ce qu'on appelle le pilot season. Il lançait 5 numéros 1 qui étaient imprimés en papier et qui sortaient en kiosque. On pouvait les acheter pour 3 $ et mettant en scène des personnages. Et les gens votaient après sur MySpace et en disant quelle série voulez-vous voir de façon régulière ou en mini-série. Et donc il y a eu ce premier numéro scénarisé par Joey Casey et dessiné par Kevin Maguire. Et donc c'est Velocity qui a gagné parce que Kevin Maguire avait beaucoup de fans et il a toujours beaucoup de fans. Et donc voilà, et donc il y a eu ce premier numéro, ce one shot qui est publié à la fin de l'épisode et qui devait lancer une série. Et là il s'est passé genre 2 ans, tout complètement oublié, tout complètement improbable, jusqu'au jour où Topco a publié un communiqué disant qu'ils allaient finalement le sortir, chose promise, chose due. Et ils l'ont fait. Et ils ont fait, j'ai envie de dire, exit Joey Casey et Kevin Maguire, puisque nous avons eu droit à Ron Mars qui scénarisait déjà à l'époque la série, c'est Hunter Killer l'autre série, voilà, qui scénarisait la série Cyberforce. Et ils ont fait appel à l'excellent Kenneth Rocafort qui avait fait la série Hunter Killer, qui avait fait plein de choses chez Topco, qui est la révélation de chez Topco. Maintenant il cartonne chez Marvel sur les Ultimates pour faire 4 magnifiques épisodes qu'il a fait en un temps record. Il a fait du Superman, il a fait plein de choses, Kenneth Rocafort. Il a dessiné la couverture d'Anonymous, souvenez-vous. Artiste brillant que j'adore, je trouve que c'est le plus doué de sa génération, je trouve qu'il est hyper mal exploité depuis des années, je trouve qu'il devrait avoir un projet d'envergure et je trouve qu'il devrait être encore plus connu et plus populaire que ce qu'il est, mais c'est pas grave. Donc moi je suis ravi parce que j'avais raté cette série en single et la voilà maintenant en TPB, un très beau TPB qui coûte moins de 15 balles, voilà, disponible sur tous les sites, donc ne vous en privez pas, c'est très très beau et moi j'aime beaucoup ce genre de comics. On reste sur la VO parce que je viens de recevoir, il vient de sortir le 2e tome de Crimson. Le 2e tome de Crimson en VO chez Boom Studio, qui a réédité l'intégrale, alors presque l'intégrale, donc ça va être le petit bémol sur cette édition, donc c'est un gros pavé. Il y a 24 épisodes de Crimson, donc les 24 épisodes ont été ressortis. Nouvelle couverture d'Umberto Ramos, très important. Il manque quoi? Il manque l'épisode 0 avec une couverture de Jaeli, qui était un Wizard spécial. Il manque le Scarlet X One Shot qui était dessiné par le regretté dessinateur Carlos Meglia. Et il manque le sourcebook avec plein d'illustrations très bien. Donc il manque ça. Et il manque les couvertures. Alors ça, bon, il y a un sketchbook à la fin pour vous faire pardonner. Il y a un sketchbook à la fin. Mais il n'y a pas les couvertures. Entre chaque épisode, il n'y a pas les couvertures. Alors, pourquoi il n'y a pas les couvertures? Je sais pourquoi en fait. Tout simplement parce que les fichiers de l'époque n'existent plus. Donc ni chez DC, ni chez Semic, ni nulle part dans le monde, les fichiers numériques n'existent plus. Donc pour recréer les pages, il a fallu scanner les vieilles pages. Et quand on scanne les vieilles pages, non seulement sur certaines pages ça fait un peu crado, parce que les dégradés sont mal rendus, mais on peut pas, si on scanne une couverture avec marqué DC Comics en haut, parce que c'était DC Comics qui éditait ça à l'époque, eh ben ça le fait pas, ils peuvent pas le gommer non plus. Donc du coup, ils les ont pas mis. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est la raison. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, j'avais un peu peur, parce que comme on l'a dit, c'est des versions scannées. Et je dois vous dire que autant il y a des pages assez crado, et j'en ai vu, parce que je l'ai refeuilleté. Je l'ai pas lu entier encore, je vais être très honnête avec vous.
Mais il y a des pages hyper propres, donc je me demande finalement s'ils n'ont pas retrouvé certains fichiers, voilà. Je le saurai jamais, hein. Typiquement, je peux pas vous le dire, mais autant voilà, il y a des pages pas belles, mais il y a des pages hyper clean, donc il y a de tout, mais bon, globalement ça va. J'ai vu des épisodes scannés de bien plus mauvaise qualité, notamment sur des séries comme Suprême de Rob Liefeld, et Alan Moore, où il y avait eu des pages scannées mais d'une qualité déplorable. Sur Savage Dragon, il y avait des pages scannées aussi vraiment pas belles dans la version française. Voilà, donc voilà. Alors, vous allez me poser la question, et ça sort quand en français? Puisque ça devait sortir chez Glénat Comics. Eh bien, Humberto Ramos a déclaré qu'il voulait plus que ça sorte. Voilà, il est fâché. Il est fâché avec tout le monde. Il travaille pour Marvel, il fait sa vie, ça cartonne, il a fait les X-Men, il va faire la série Champions. Il n'a pas besoin de ça. Il a accordé à Boom le droit de le faire, mais pour le moment, il veut plus entendre parler de la France. Voilà. Il considère que l'expérience Fairy Quest, etc. ne se sont pas très bien passées. Parce qu'il y a eu plein de problèmes éditoriaux, etc. C'est pas du tout, voilà, c'est pas une relation humaine, c'est pas un problème humain, c'est une relation, voilà, c'est la machine qui a pas mal fonctionné entre les États, entre la France et le Mexique, on va dire. C'est un problème diplomatique. Et donc du coup, pour le moment, il en veut pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que on y travaille. C'est-à-dire qu'on n'a rien lâché et qu'on pourrait avoir une bonne surprise un jour. Quand on l'aura, ce sera Alléluia. Enfin voilà, Crimson, tome 1, 2, volume 2, en anglais. Pour le moment, c'est le seul moyen de le lire, donc sautez dessus. Alors, puisqu'on parle de la belle époque de Cliffhanger, la transition est toute trouvée, puisque je vais vous présenter le magnifique cahier de coloriage Danger Girl. Donc c'est 100 pages, ça coûte pas cher du tout, c'est une petite misère. Vous savez, les cahiers de coloriage pour adultes sont très à la mode, donc ils y sont tous mis, et c'est très facile pour les auteurs de comics, parce qu'il suffit de prendre les pages ancrées, et je le prouve, et de les foutre, voilà. Il y a 10 minutes de travail éditorial, et puis derrière, voilà, vous prenez des couvertures, vous prenez des cases, vous prenez les dessins les plus iconiques, notamment cette couverture que j'adore, et vous faites un magnifique artbook. Donc c'est 100 pages de J. Scott Campbell, sans texte, sans rien, juste que du bonheur, que des jolies pages, que des jolies filles, que du Danger Girl, que du Campbell, je répète, que du Campbell, et que du Campbell. Il n'y a même pas un truc qui ne serait pas du Campbell, c'est que du Campbell. Et donc c'est plein de couvertures, notamment les couvertures récentes, parues sur les séries récentes que vous avez peut-être oubliées, et il y a même, à la fin, le truc est dingue, la couverture de l'épisode 7, vous savez, qui était une triple couverture. J'adore cette couverture, elle est magnifique. Voilà, moi je suis un très grand fan de J. Scott Campbell, je ne m'en cache pas, et je suis à l'affût de tous les sketchbooks autour de Campbell. Et là je me dis, si vous aimez Campbell et si vous voulez vous offrir un sketchbook pour pas cher, ça coûte autour de 10 balles ça. Hein. Vraiment, honnêtement, c'est pas cher. Donc faites-vous un petit plaisir tant qu'il y en a, parce qu'après ça tombe en rupture ces trucs-là. Faites-vous un gros plaisir les amis, sautez dessus, c'est vraiment super chouette et je voulais vous le montrer pour ces raisons-là. On continue avec du sketchbook, parce que le sketchbook c'est la vie, et j'en ai parlé dans des émissions, donc je vais faire vite. Est sorti le 5e sketchbook de Mike de Balfo, qui est certainement le plus beau. Ça s'appelle Traces of Her. Vous savez, Mike de Balfo est très populaire et est très talentueux surtout. Voilà, il dessine des nanas comme personne. C'est un peu le cousin caché de J. Scott Campbell. Regardez sa Daphné dans Scooby-Doo, qui est absolument génial. Ce dessinateur a du talent à revendre. Il est plus que doué. Regardez sa Mary Jane. Ça c'est une commission que voilà, j'ai ça dans mon salon encadré, pour tout vous dire. Voilà, c'est certainement son plus beau sketchbook, parce que son niveau de dessin a atteint des sommets. Et voilà, c'est disponible en exclusivité sur originalcomics.fr. On en a fait venir un gros paquet, parce que la demande ne cesse voilà, est toujours plus grande. Donc voilà, donc si vous aimez Mike de Balfo, rendez-vous sur originalcomics.fr, rubrique sketchbook. Et j'en profite pour vous dire que le numéro 3 est encore disponible, que le numéro 2 est encore disponible, et qu'ils sont tous signés aussi. Et que le numéro 4, qui était plus grand, la couverture était moins bien, mais l'intérieur est très chouette, et ils sont tous disponibles sur Original Comics, parce que c'est un auteur qu'on veut pousser. Puisqu'on parle de sketchbook, très rapidement, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer celui de Ibas, Eric Bassaldois, qui s'appelle Mojo. C'est le numéro 1. C'est le sketchbook du très rare Eric Bassaldois, Ibas. Il est signé par Ney Rufino, qui a fait les couleurs de la couverture, Eric Bassaldois qui a fait les dessins, et
J.P. Ross qui a fait les textes, parce qu'il y a aussi quelques textes très sympas, c'est très très beau. Sachez qu'il y a 3 numéros, j'ai reçu que le premier pour le moment, les autres on devrait les avoir à la fin du mois si tout va bien. Et ces sketchbooks sont disponibles en exclusivité sur originalcomics.fr et les 3 sont dispo. Donc allez-y, vous pouvez précommander le 2 et le 3 et vous faire plaisir en commandant le 1 tout de suite. Voilà, on devrait les avoir sous quinzaine. Puisqu'on parle de Ney Rufino, sachez que on vient de recevoir un nouvel arrivage. On en a refait revenir pour vous parce que la demande était folle. On n'en a pas pris des centaines non plus, on en a pris une dizaine. Parce que c'est pas donné quand même. Du artbook magnifique de Ney Rufino, disponible aussi sur originalcomics.fr, rubrique artbook, sketchbook. Voilà, donc ça c'est tout en couleur, c'est format BD, c'est plein de grandes pages, c'est plein de couvertures, c'est plein d'inédits, c'est plein de travaux de jeunesse, c'est une couverture double absolument magnifique que je vous montre, sublimissime. Voilà, alors on va passer au rayon librairie, au rayon gros bouquin, avec la sortie chez Huguin et Mumin, un éditeur que j'affectionne tout particulièrement, du nouveau tome de Geek Art. Geek Art, vous savez, il y a déjà eu 2 tomes de Geek Art. Le principe est simple, c'est une compilation d'hommages des personnages de la culture populaire, de Mario Bros à Batman, par les plus grands auteurs, pas forcément des auteurs connus, mais ou ça peut être des amateurs, mais d'un talent fou en fait. C'est le talent qui est le dénominateur commun de toute cette collection. Alors les 2 premiers étaient d'un format presque 2 poches, format souple à rabat, super. Et ils ont décidé pour Batman et Superman et pour DC Comics de faire un grand format en dur, un très très beau livre qui coûte le prix de 39,95 €, messieurs dames. Voilà, un grand bouquin, on change le format et ça s'appelle de Gotham City à Metropolis. Donc vous avez compris le concept. Alors il y a un petit cadeau, hop, il y a 2 ex-libris dans une pochette. Je ne vais pas les sortir parce que j'ai mis 10 minutes à les remettre la dernière fois. Ce sont des illustrations des auteurs, pareil, connus ou pas connus. Il y a des gens très connus et des gens pas connus. Là c'est Boulet par exemple. Avec à chaque fois une interview, un texte explicatif, c'est très bien fait. Le papier est somptueux. Il y a même des gens comme Elsa Chartier, la française Cocorico, qui va travailler sur la Guêpe, sur Wasp chez Marvel, et qui a travaillé sur Harley Quinn chez DC Comics, hein, qui est de plus en plus populaire. Michael Cho, ce dessinateur très connu. Il y a beaucoup de gens très connus en fait. C'est ça qui change un petit peu, si vous voulez, des précédentes éditions. C'est qu'avant il y avait beaucoup d'anonymes. Non, là il y a beaucoup d'anonymes, mais il y a beaucoup de gens connus. Par exemple, il y a Paul Pope à la fin. Voilà, il y a des dessins que j'aime beaucoup, des choses très stylisées comme ça. Le bouquin est somptueux, une nouvelle fois, Huguin et Mumin a fait des merveilles. C'est un régal pour les papilles. Voilà, donc moi j'adore cette collection et ça c'est dispo depuis à peu près un mois, donc je tenais à vous le montrer parce que c'est une merveille absolue qui va aller rejoindre le reste dans ma collection. En tout cas, bravo une nouvelle fois aux éditions Huguin et Mumin de si bien mettre en valeur cet art populaire qu'on aime. C'est vraiment du travail bien fait. Alors puisqu'on est dans les beaux bouquins, je voulais vous présenter, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer, chers amis, le 3e tome de Kabuki de David Mack, dans l'incroyable collection hardcover Library Collection de Dark Horse. C'est de la VO. Alors Kabuki, on avait essayé de l'éditer en français chez... C'était Semic à l'époque, je pense. Ça n'avait pas du tout marché. Faut savoir que Kabuki a été édité aux États-Unis par plein d'éditeurs différents, Image Comics, Icon Comics, etc. Et que maintenant il est chez Dark Horse, et que Dark Horse a décidé de rendre hommage au travail absolument incroyable de David Mack, cet auteur qui a fait notamment les couvertures, vous le savez, de la série Alias, Jessica Jones, qui a fait les couvertures de la série récemment parue en VF, de Fight Club 2, la suite de Fight Club. C'est un peintre absolument magnifique qui fait de la photo, des collages et beaucoup de choses. Il a un talent dingue, il est absolument génial, et donc ça réédite de façon chronologique et historique tout ce que l'auteur a pu faire sur Kabuki, sa série fétiche, qui est une expérience de lecture vraiment particulière puisque c'est complètement déstructuré, il y a du texte partout. Ça fait beaucoup penser à des gens comme Dave Makin ou Bill Sienkiewicz dans un autre style. Regardez un petit peu, c'est très compliqué à lire, hein. Je vous cache pas que à lire c'est très compliqué, que moi-même qui parle un anglais plutôt correct, j'ai du mal à suivre le fil et à garder mon attention. Mais moi je le prends vraiment comme un coffee table book. Quelque chose
de fabuleux et quelque chose à montrer et à feuilleter quand on a un peu de temps et qu'on se pose dans son salon, parce que c'est un ouvrage vraiment merveilleux. C'est des expériences graphiques uniques, c'est un talent fou et moi c'est quelque chose qui me ravit. Voilà, j'adore cet auteur. Je voulais vous signaler que j'avais dit une bêtise quand je vous ai présenté les premiers volumes, puisqu'il n'y aura pas 4 volumes mais 5 volumes, ce qui veut dire qu'il y en a 2 autres qui arrivent et ça c'est bien. Voilà, c'est important de le dire. Kabuki, volume 3 est disponible, donc en VO. Vous le trouverez soit chez vos libraires qui commandent de la VO, soit sur Amazon, soit sur Book Depository. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que le temps va nous manquer. On se retrouve, gros programme, j'ai des lectures à terminer pour la 230e qui sera en ligne, je l'espère, donc avant mes vacances, avant le début août. Comme ça vous aurez de quoi grignoter avant les vacances. Et après on se reverra en septembre, ou fin août quoi. Voilà. Voilà. Bon ben c'était la 229e. Bonjour chez vous. Ciao.